vous le savez, Itouma Institute poursuit sa collaboration, ses conversations, son dialogue, et il n'y a pas de sujet qui soit étranger à cette quête de savoir, à cette quête de profondeur de ce qui nous arrive, de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous arrive, de ce qui nous arrivera sur le continent. La question de la sécurité est absolument primordiale et de plus en plus nous voyons bien ce qui se passe globalement dans le monde aujourd'hui, des crises qui ne sont plus du tout larvées. Et dans notre sous-région, on voit bien la question du Sahel qui n'en finit pas, l'expansion de plus en plus crédible du terrorisme depuis la zone sahélienne jusqu'aux côtes du littoral ouest africain, la zone des Grands Lacs, la Somalie, le Soudan. La question de la sécurité est devenue cruciale et définitivement cette insécurité qui est devenue une sorte de logique nous empêche de concourir, de contribuer à ce qui pourrait amener notre développement. Ça, c'est d'une façon globale. Il y a des efforts qui sont faits ici et là. Et l'un de ces efforts, c'est notamment la question de la réforme du secteur sécuritaire, du secteur de la sécurité. Alors, pour en parler, aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé meilleur interlocuteur. Et avec tout le monde, nous avons beaucoup de chance d'avoir avec nous Oswald Kadonou, le docteur Oswald Kadonou, qui, ça c'est mon avis, pour moi, l'un des meilleurs pour parler de la question de la réforme du secteur de sécurité. Il travaille en tant qu'intellectuel et consultant sur la question. Il forme aussi certains de nos, à travers le continent, certaines de nos forces de défense et de sécurité. J'espère que, Oswald, tu pourras un peu développer ça avant qu'on commence dans la substance. Ce serait bien si je peux te présenter rapidement. Mais voilà, je crois que je te laisse te présenter rapidement avant qu'on arrive. Merci beaucoup, Moudjib. Je suis très heureux d'être avec toi, avec l'ensemble des partenaires de Itouma Institute. Je suis privilégié d'être autour de cette table-là pour la discussion. Alors, donc, je suis professeur donc, dans l'enseignement militaire supérieur. Donc, je contribue, je participe à la formation des officiers au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays aussi de temps en temps. Et évidemment, en tant que chercheur, je réfléchis à un certain nombre de sujets. Et surtout donc la question de la réforme et de la gouvernance du secteur de la sécurité dans notre région. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait ces dernières années et c'est un plaisir pour moi de venir échanger sur cette question, comme tu l'as dit, qui est cruciale pour la stabilité donc, du continent et qui est cruciale aussi, elle est déterminante pour stabiliser la gouvernance politique elle-même et favoriser évidemment les investissements qu'on attend, la prospérité qu'on attend dans les espaces où on a le sentiment que la précarité est en train de gagner du terrain. Donc c'est une question centrale et je suis très heureux d'être là pour en parler. Voilà. Donc le plaisir est réciproque. Mais avant même de commencer, moi, ce que je sais de la réforme du secteur de sécurité, je crois qu'on a commencé à en parler lorsque après les années, à la fin des années 90, 1990, lorsque l'Empire soviétique a été démantelé et que les nouvelles républiques, maintenant autonomes, évidemment devaient réajuster, restructurer leurs armées puisqu'elles devenaient des armées nationales, des armées qui faisaient partie de l'arsenal soviétique. Donc on comprend que c'est une doctrine de ce côté-là. Et chez nous, c'est peut-être, excuse mon ignorance, chez nous c'est peut-être une réaction à l'insécurité. Parce que dès le début du siècle, nous avons eu d'abord à la fin du siècle, nous avons eu l'Algérie, 10 ans de terrorisme, puis très vite les guerres de Sierra Leone, de Libéria, la Côte d'Ivoire s'en est mêlée, puis la Libye, et puis ça s'est enchaîné. Donc je pense que c'est une réaction. Alors si c'est une réaction qui n'est donc pas une doctrine, comme c'était le cas dans les pays de l'Europe centrale, voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Non, non, absolument pas. Je pense qu'en termes chronologiques, je pense que le concept en tant que tel et avec ce qu'il rassemble comme outil pour, disons, construire ou reconstruire un appareil de sécurité dans des normes données,
c'est évidemment quelque chose qui vient de l'OSCE, de l'Organisation pour la sécurité de la coopération en Europe, ensuite de l'OCDE, donc, et ensuite à travers les opérations de maintien de la paix qui sont arrivées en Afrique. Donc le concept a été diffusé avec plusieurs opérations, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, etc. Et donc pour nous, effectivement, c'était dans l'idée de pas de construire, mais de reconstruire, de réagir à des situations donc de dislocation, des situations où, disons, l'appareil sécurité était déjà dans une situation de déconfiture. Donc, il fallait rebâtir quelque chose sur de nouvelles bases. Donc, c'est arrivé évidemment avec, comme je l'ai dit, dans notre région ou sous-région, avec les opérations de maintien de la paix qui ont importé ce concept. Et après, je pense que très vite, les États se sont appropriés le concept et ont élargi, disons, sa base, la compréhension et même la portée donc, du concept. On a compris qu'au fond, il fallait que c'était un outil de performance. C'est-à-dire que c'était une logique, la logique de réforme. Il fallait l'intégrer dans la gouvernance des armées pour éviter simplement des situations de révolution. C'est-à-dire, voilà, je caricature tout simplement en disant que, en fait, il faut toujours avoir le choix d'intégrer une logique de réforme dans la gouvernance du secteur de la sécurité ou de subir la révolution. La révolution, c'est évidemment c'est caricatural, mais pardon, c'est juste tout ce qui se traduit à travers disons la violence dans une société. C'est ce que je résume par révolution. Et donc, du coup, aujourd'hui, disons, le spectre de la réforme, puisqu'on parle de réforme et de gouvernance au secteur de la sécurité, le spectre est devenu large. Il couvre évidemment tout ce qui concerne le contrôle civil, donc des forces armées de sécurité, tout ce qui couvre évidemment les logiques de respect des droits humains, les logiques, disons aussi d'inclusivité, faire en sorte que les forces armées de sécurité ressemblent à la population dans sa configuration différenciée, etc. Et de plus en plus, tout ce qui concerne aussi, disons, les questions de performance. Parce que pendant longtemps, on a considéré que certains secteurs publics, y compris le secteur de la sécurité, que c'était des secteurs, disons, qui étaient, parce qu'ils sont régaliens, qui étaient simplement des coûts pour l'État. C'est-à-dire, on n'était pas forcément attentif à des logiques de performance, à des logiques de résultats pour dire que c'est un investissement public et qui doit amener un résultat. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, en termes d'amélioration de la sécurité, en termes d'amélioration, disons, du service public même en général. Donc, aujourd'hui, le spectre est un peu plus large. La réforme du secteur de la sécurité, la gouvernance du secteur de la sécurité couvre un certain nombre d'enjeux dans la logique de faire en sorte que les forces armées de sécurité soient performantes et soient, disons, restent dans leurs prérogatives constitutionnelles, légales, telles que les constitutions les prévoient dans chaque pays. Bien. Donc là, tu me fais la passe pour une autre question préliminaire. Je sais que récemment, tu étais en Guinée, en Guinée. Et bon, là, je vais essayer de peser mes mots, puisqu'on parle d'un pays spécifique, ce qui n'est pas le cas du tout. Nous parlons en général de façon transafricaine. Mais bon, tu as parlé du contrôle civil. Oui. Et toute la réforme, c'est un peu le noyau de la réforme. C'est-à-dire qu'il faut un contrôle civil sur les forces armées. C'est-à-dire que ce sont des décisions politiques qui déterminent l'action des forces armées. Et nous sommes en Guinée, ou comme dans d'autres pays, chez nous et ailleurs d'ailleurs, chez nous en Afrique de l'Ouest et ailleurs, nous sommes dans des contextes où la politique est déjà militarisée. Les militaires sont au pouvoir. Quel est le type de réforme, quels ajustements vous faites, vous les spécialistes dans ce domaine, lorsque vous confrontez à une réalité, hein, et de façon, vous devez traiter avec eux. Quels sont les ajustements? Ouais, je pense que il y a effectivement dans les situations dans lesquelles, disons, les militaires, ou une partie des militaires exercent le pouvoir d'État, ce sont des situations dans lesquelles, effectivement, le contrôle civil, auquel on appelle, mais je pense que ce qu'il faut voir dans le civil, c'est le contrôle institutionnel. C'est-à-dire que le contrôle du gouvernement, c'est le contrôle du Parlement, c'est le contrôle, disons, citoyen sur, la politique de sécurité. Parce que la réforme du secteur de la sécurité, comme je l'ai dit, est arrivée avec aussi l'idée que la gouvernance donc, du secteur de la sécurité sur ces standards-là, c'était quelque chose qui favorisait, disons, la consolidation de la démocratie. Donc avec une situation de séparation de pouvoir, d'équilibre des pouvoirs, etc. Donc quand on est dans une situation de transition dans laquelle les militaires exercent
quasi-totalité du pouvoir, c'est une configuration différenciée de celle à laquelle on appelle en promouvant, disons, la réforme du secteur de la sécurité. Mais en situation, je pense que en situation, l'armée comme entité continue à jouer, disons, son rôle, continue à exercer ses prérogatives. Donc, ce qui ne change pas fondamentalement, disons, il y a un contrôle du gouvernement et des organes de transition sur le secteur de la sécurité. Mais ce qui est d'abord recherché, disons, dans ce type de situation-là, c'est la manière dont, disons, les militaires s'acquittent de leur mission en termes de protection de l'intégrité du territoire, en termes de protection, de garantie, disons, de la mobilité des citoyens, de leurs activités économiques, etc. Donc, je pense que voilà, la bascule en ce moment-là, c'est davantage sur la manière dont le service public de la sécurité est délivré aux citoyens et la manière dont l'institution militaire, comme corps, disons, exerce ses prérogatives. Mais évidemment, les situations de transition qui sont vraiment des transitions, parce qu'on a des transitions qui ne sont pas des transitions. Les transitions qui sont des transitions sont censées appeler un ordre, sont censées préparer un ordre politique dans lequel justement l'idée dans ces contextes-là, c'est de promouvoir, disons, avec force ce concept-là de contrôle donc, démocratique du secteur de la sécurité, ce qui suppose que ce qui suppose de traduire, je veux dire, dans les tests qui sont pris dans ces contextes de tradition-là, l'idée que les armées ne sont pas les régulateurs de la vie politique, que les armées ont des missions en termes de protection donc du territoire, en termes de protection des intérêts vitaux de l'État, etc., mais qui ne sont pas, et qu'il y a d'autres institutions qui sont en charge donc, de la régulation de la vie politique. Bien souvent, dans le cas de la Guinée, mais aussi dans d'autres cas, il faut le dire, les armées, je pense que les situations donc, qui amènent les armées ou des groupes d'officiers à, disons, intervenir dans le champ politique sont bien souvent des situations dans lesquelles les institutions de contre-pouvoir n'ont pas joué leur rôle. Les cours constitutionnels, les parlements, etc. Donc, ce que promeut, disons, la réforme du secteur de la sécurité, c'est aussi de capaciter ces institutions de contre-pouvoir-là dans le domaine de la sécurité, pour que la gouvernance sécuritaire ne soit pas la seule prérogative de l'exécutif, et que les parlements, par exemple, dans le cadre du droit d'initiative législative qu'ils ont, dans le cadre de leurs prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement, etc., puissent avoir des capacités techniques de faire des contre-propositions au gouvernement, de faire des constats par eux-mêmes de bonne ou de mauvaise gouvernance du secteur, etc. Et que voilà, l'ensemble des autorités administratives indépendantes, par exemple, puissent constater des situations d'abus qui peuvent apparaître dans la gouvernance du secteur, les remonter au pouvoir exécutif qui a évidemment la responsabilité d'apporter les correctifs et évidemment de prononcer des sanctions aussi le cas échéant. Donc même dans la situation de transition, la réforme du secteur de la sécurité reste un chantier prioritaire pour les États. Okay. Non, en tout cas, merci de rappeler que, entre autres, que l'armée n'est pas le régulateur de la vie politique. Je crois que ce serait bien que chaque Africaine et chaque Africain entende ça, comprenne ça et soutienne ça. Les temps qui courent ne sont pas les plus sereins et nous devons comprendre que chacun doit jouer sa partition dans sa parcelle de pouvoir ou d'action. Mais justement, puisqu'elles ne sont pas le régulateur, elles ne régulent pas la vie politique. On dit, pour parler comme ça, elles n'ont rien à faire en politique. Encore faudrait-il que les capacités pour le faire, pour jouer leur rôle, existent. Moi, les 10, 15, 20 dernières années, j'ai parlé avec tellement d'officiers supérieurs en Afrique qui revenaient presque systématiquement sur la question de leur incapacité logistique. Oui. Pas fondamentalement en tant qu'individu ou en tant que professionnel. La capacité logistique, on m'a dit combien de fois on m'a pas parlé du FMI qui a, avec les programmes d'ajustement structurel qui ont complètement mis à bas les armées et autres choses, notre éducation, notre santé aussi, mais bon, puisqu'on parle de l'armée. Et donc, dans cette situation, parce que c'est encore la situation où nous parlons, la réforme, forcément, laisse-moi être un peu provocateur. Est-ce que vous ne prêchez pas un peu dans le désert, puisque vous souhaitez une situation idéale,
même si évidemment vous conformez ça au terrain, vous êtes dans une situation idéale, adéquate pour défendre le territoire ou défendre en tout cas pour que les forces de défense et de sécurité soient optimales. Et eux, c'est-à-dire les militaires, elles, les armées, n'en ont pas la capacité logistique. Comment vous réalisez cette contradiction? Tout à fait. Non, non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en disant qu'en fait, la réforme du secteur de la sécurité est arrivée avec une vision un peu moraliste ou idéaliste dans le secteur de la sécurité pour dire un peu, voilà, pour promouvoir des valeurs, des principes autour. Mais après, on s'est rendu compte que, comme tu l'as dit, qu'il y a des déficits structurels. Et donc aujourd'hui, la réforme du secteur de la sécurité couvre ces déficits structurels là aussi. J'explique un peu. Le constat est partagé. Il y a un sous-investissement, il y a eu un sous-investissement massif. C'est une sorte d'euphémisme de parler de sous-investissement massif, mais il y a eu un désinvestissement, mais vraiment dans le développement du secteur de la sécurité, ce qui a fait que la population a augmenté dans tous nos pays, les enjeux, l'économie a progressé, les enjeux sont devenus complexes, mais les armées n'ont pas suivi, disons, le rythme jusqu'à ce que cette question donc, du terrorisme là vienne dans la région et nous disons, montre un peu la réalité de la situation donc, de nos armées dans tous les pays. Et donc aujourd'hui, la réforme du secteur de la sécurité intègre évidemment tout ce qui est planification des dépenses de sécurité. J'explique un peu, disons, les défaillances qu'on a eues dans tous les pays sur cette question pendant longtemps. C'est la difficulté à prévoir sur le temps long. En matière de sécurité, il faut être toujours pour contenir, disons, anticiper, contenir l'évolution donc de l'insécurité qui présente évidemment des visages différents à différentes époques. Il faut être en mesure d'anticiper. Anticiper, c'est dans le recrutement, c'est dans la formation, c'est dans l'équipement. Et sur tous ces volets-là, on n'a pas, disons, au niveau des gouvernements, parce que ce n'est pas la responsabilité des armées. Les armées ne recrutent pas elles-mêmes, elles recrutent sur la base des crédits qui sont prévus par les gouvernements, etc. Et donc, on a compris qu'il faut, au niveau donc, des gouvernants, qu'on puisse, disons, partager l'idée que la planification et la projection des dépenses en matière de sécurité doit répondre à une logique de moyenne et de longue durée. Pas une logique immédiate, par exemple, calquée sur un mandat où voilà, un dirigeant, un régime arrive, il a des ambitions de court terme qui sont liées à son mandat, il veut faire des choses dans l'immédiat et tout. C'est bien, c'est toujours, voilà, parce que c'est la dimension politique de la réforme. Donc chaque dirigeant apporte sa touche pour adapter l'outil de défense, l'outil de sécurité à des enjeux spécifiques. Mais au-delà de ça, il faut une planification de long terme sur le développement des forces armées. Donc aujourd'hui, tout ce qui touche aux effectifs, c'est-à-dire comment est-ce que les armées, en termes de planification, doivent prévoir le format, disons, d'effectifs dont ils ont besoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est quelque chose qui doit être anticipé, qui doit se calculer, qui doit se déterminer à l'avance. De manière à ce que, par rapport à l'évolution des capacités économiques financières de l'État, qu'il puisse être possible de tenir un rythme de progression des effectifs, en tenant évidemment compte des départs à la retraite, en tenant compte des invalidités, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs qui peuvent affecter, toucher la disponibilité donc des ressources humaines des armées. C'est pareil sur la logistique. Vous savez, il y a une formule simple que je dis, c'est qu'il n'y a pas de supermarché d'armement qui ne veut pas dans le monde. C'est-à-dire le secteur de l'armement, c'est un secteur qui se déploie sur le temps. C'est-à-dire les grands pays qui ont une industrie de l'armement développent des systèmes d'armes dont ils auront l'usage dans 30 ans, 40 ans. Donc il faut du temps pour planifier, pour développer, disons, ces systèmes d'armement-là. Et pour même acquérir, pour nous qui n'avons pas des industries de défense en tant que telles, il faut le planifier et intégrer cela à des compétences humaines, intégrer cela à tout le format, disons, d'armée dont on a besoin. Donc la réforme du secteur de la sécurité et les questions de planification, de projection des dépenses militaires sont des questions tout à fait liées aujourd'hui, dont nous nous occupons en diagnostiquant déjà le système de planification des besoins et en faisant en sorte qu'il puisse être couvert indépendamment donc, des aléas politiques. Je m'excuse de t'interrompre, mais c'est-à-dire que ce que tu dis là, Ouais. hein, c'est valable pour
les États-Unis, c'est aussi valable pour les États-Unis, le Canada, la Croatie, la Jordanie. Ouais. Mais c'est là que moi j'ai un petit problème en tant qu'Africain. Ouais. Pour réaliser ça, parce que c'est ce qu'il faut faire. Oui. On peut encore en discuter, est-ce que c'est ce qu'il faut faire. Mais pour réaliser ça, il faut évidemment le concept, déjà, la conceptualisation de ce qu'on veut faire. Ça, je crois que ça peut être fait de façon endogène, il n'y a pas de problème. La preuve, on t'écoute. Mais il faut des moyens que nous n'avons pas. Bien sûr. Et que nous allons chercher ailleurs. Et c'est là que moi, j'ai un problème. Est-ce que notre concept n'est pas, par la force des choses, externalisé, extraverti? Parce que c'est celui qui paye qui commande. Ouais. Et, comment on se débat dans cette logique? Je pense qu'il faut peut-être faire la part. Je pense que pendant longtemps, on a eu effectivement beaucoup de financements étrangers, notamment occidentaux, dans promouvoir la réforme du secteur de la sécurité, notamment sur le premier volet que j'ai évoqué, sur la formation au respect des droits humains, au respect du droit international humanitaire, au respect d'un certain nombre de principes de subordination des forces armées à l'autorité politique, etc. Mais sur la deuxième dimension, sur la dimension matérielle, sur la dimension capacitaire, on a, disons, observé quelque chose qui est un peu différent. Parce que, comme tu l'as dit, au niveau des barrières multilatéraux, il n'y a pas de... enfin, même si l'Union européenne a récemment avancé sur la question et fait du transfert d'équipement pour les armées désormais. Mais pendant longtemps, disons, la question d'équipement était soit dans des axes bilatéraux, soit simplement de la responsabilité exclusive donc, des États africains. Mais toujours est-il qu'en bout de course, quand on regarde, disons, l'arsenal logistique, l'arsenal en termes, enfin l'armement dont on dispose, toute l'infrastructure dont on dispose, à 95%, c'est le financement public, ce sont les ressources des contribuables qui servent à ces dotations-là. Il faut, voilà, en termes de proportionnalité, les aides qui arrivent, parce qu'elles sont, voilà, les aides sont très très médiatisées, mais voilà, ce que le contribuable fait n'est pas médiatisé, mais voilà, c'est 95% hein, des capacités. Donc du coup, il y a un contrôle, je veux dire, un contrôle national, un contrôle sur les choix, sur les commandes qui sont faites tant qu'il est possible pour nos gouvernements d'anticiper. Tant qu'il est possible d'anticiper, parce que ce n'est pas parce que vous avez des ressources et que tel type d'équipement dont vous avez besoin que vous l'aurez nécessairement si vous n'avez pas anticipé ou que vous n'avez pas, disons, spécifié vos besoins. Parce que les mêmes équipements dans les mêmes contextes n'ont pas les mêmes fonctions, donc il faut, disons, les adapter aux usages spécifiques qu'on veut avoir. Donc, le besoin d'anticipation, de planification est toujours central sur ces questions-là. Mais je pense que dans la plupart des pays, il y a sur l'infrastructure, sur les équipements létaux et non létaux, ce sont des dépenses qui sont faites essentiellement sur les budgets nationaux. Et donc, il est clair que voilà, il y a la possibilité pour les États de contrôler les processus d'acquisition, les processus de planification pour que tout cela serve les besoins de sécurité et, disons, les opérations qui sont concrètement menées par les armées sur le terrain. Évidemment, il y a une assistance étrangère importante ces dernières années, parce que je rappelais que l'Union européenne voilà, est aujourd'hui un acteur important, tout autant que la Chine, les États-Unis, mais qui sont d'abord disons, dans des logiques de captation de marché, c'est-à-dire ce sont d'abord des transactions commerciales qui sont passées entre des entreprises et les États, évidemment avec l'approbation donc des différents gouvernements donc des pays producteurs de ces systèmes d'armes-là. Mais c'est une question qui intègre parfaitement la réforme du secteur de la sécurité. Les opérations sur le terrain, la présence des armées sur le terrain, du secteur de la sécurité, de la police, etc., doit répondre à une double logique. À une logique capacité, c'est-à-dire être en mesure d'être là où il faut être en mesure d'agir promptement là où il faut agir promptement, et être en mesure aussi d'être perçu. La perception est importante. Que la perception de l'armée comme l'émanation de la société
et la perception de l'armée dans une logique dans une logique de bienveillance pour les citoyens, c'est-à-dire une armée qui protège ses citoyens, une armée qui défend l'État. Ça, c'est quelque chose d'aussi important qui peut nuire à l'efficacité des opérations. Les deux sont importants. L'armée la plus équipée au monde, la plus entraînée au monde, qui n'a pas un soutien, c'est-à-dire de la nation, qui n'a pas un soutien populaire, dont les gens ne comprennent pas pourquoi elle se bat et pour qui elle se bat, ne pourra pas avoir les résultats. Donc je pense que les deux sont importants, la dimension capacitaire et la dimension aussi, je vais dire, morale, la dimension, c'est-à-dire la doctrine sur la base de laquelle donc les opérations sont montées et les valeurs évidemment que l'armée promeut et défend. Oui, non, non, ce que tu dis là, euh, tu m'enlèves une question de la bouche, ça me permet de gagner un peu de temps pour autre chose. Moi, j'ai vu ça hein, sur le coup de nos pérégrinations. On a vu des armées nationales, pas si bien en point que ça sans doute, qui ont été mises en déroute par des milices communautaires. Et chaque fois que je posais la question, ceux qui pouvaient m'en parler me disaient que parce que ces milices-là défendent leur communauté. Exactement. Donc la foi Ouais. est là, Absolument. pratiquement dans leurs mains, dans leurs yeux. Ouais, tout à fait. Alors que l'armée nationale, parfois, ils ne savent pas. Ouais, c'est ce qu'on appelle Moi, la j'ai vu force ça sur morale. plusieurs théâtres. Sur Absolument. plusieurs théâtres. Qui est Sur notre déterminante. continent, c'est incroyable. Ah oui, bien sûr. Incroyable. Donc ça veut dire que le véritable travail à faire, c'est que les armées nationales soient vraiment des armées qui aient une mission. Tout à fait. Avec des soldats qui ont acquis la conviction qu'ils défendent quelque chose qu'ils ont compris Ouais. et quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la population. D'où Les principes et des valeurs. le concept d'armée nationale. L'armée C'est-à-dire que nationale, tout à la fait. nation soit quelque chose Absolument. Absolument. Alors là, je crois que vous avez du travail. Hein. Sur ce continent, les gens vont à l'armée. Moi, j'ai vu des pays que je ne citerai pas évidemment, où les gens vont à l'armée parce qu'ils payent déjà Oui. pour avoir des grades d'officiers ou de Bien sûr. sous-officiers. Voilà, tout à fait. Les gens vont à l'armée parce que finalement, ils n'ont pas réussi dans la vie sociale ou même dans l'armée, parce qu'ils ont des prébendes, etc. Ouais. Et donc, lorsqu'il faut défendre le territoire, défendre les frontières, défendre la nation, ils ne sont pas dans l'état d'esprit. Bien sûr, Ils ne sont exactement. pas dans l'état d'esprit. Et ça, c'est le quelque moment où chose, je crois l'état que d'esprit. j'imagine que c'est quelque chose qui est, Ouais. qui est central dans Absolument. Absolument. C'est quelque chose qui est central. Hein. L'état d'esprit, les forces morales, c'est la connexion vraiment entre l'institution militaire et la société et entre chaque porteur d'uniforme et la société. C'est-à-dire, c'est la manière dont la mission est comprise et intégrée. C'est-à-dire, il y a une finalité à la guerre, une finalité à l'action militaire. L'effet final recherché, c'est un état, c'est une situation politique donnée. Donc si dans les logiques de constitution de pouvoir, dans les logiques de diffusion de pouvoir, etc., il y a des fissures entre la société que l'armée est censée, disons, incarner et défendre. S'il y a des fissures, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui touche la motivation des hommes et des femmes. C'est quelque chose qui touche la logique d'intervention et qui, à la fin, affecte l'efficacité. Donc, je pense que les deux versants sont importants. C'est-à-dire, on a la force morale et la force, je vais dire, la force opérationnelle ou la force physique ou la capacité ou la stratégie, la tactique, tout ce qu'on veut. Tout est important. Et aujourd'hui, la réforme du secteur de la sécurité ne fait pas, disons, une distinction entre les deux. Il faut avoir des forces armées bien formées, bien gouvernées, de manière transparente sur des valeurs, etc. Et qui sont dans une logique aussi de redevabilité. C'est-à-dire qui rendent compte aux autorités, au gouvernement, au Parlement, etc. Et qui à leur tour rendent compte à la population de la manière dont l'institution est gouvernée et aussi explique un peu, disons, les mécanismes de gouvernance et pour s'assurer que ces mécanismes-là permettent un certain nombre de contrôles, permettent un certain nombre de transparence, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions hein, qu'on a beaucoup entendues sur la grande muette, par exemple. L'idée, c'est de traduire, disons, cette expression de la grande muette, là, qui au fond vient d'une époque où les militaires ne votaient pas. Où les militaires ne votaient pas, donc disait la grande muette parce qu'on ne connaît pas leur opinion politique. Voilà, leur état d'esprit politique. Donc, du coup, ce qui se traduit dans presque tous les pays aujourd'hui, les militaires votent, mais l'institution est apolitique. Donc, ce que ça traduit, moi qui ai travaillé quelques années avec les Allemands, qui promeuvent ce qu'ils appellent le concept de citoyen en uniforme. Le concept de citoyen en uniforme en allemand. Ils ont évolué depuis. Hein. Oui, bien sûr, ils ont largement évolué, mais ça ne change pas la structure de gouvernance et l'adhésion donc, des citoyens à ce qu'est leur armée. C'est-à-dire le citoyen en uniforme, c'est simplement pour dire que les militaires doivent se considérer comme partie intégrante de la société.
Donc l'armée n'est pas entièrement à part dans la société, elle fait partie de la société. Et de ce point de vue-là, on doit comprendre et intégrer, disons, rester évidemment dans une sorte d'intemporalité avec ses traditions, ses règles, etc., de discipline, etc. Mais rester attentif aux évolutions de la société. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'ils ont considéré que à chaque moment où l'armée se détachait de la société, cela occasionnait des dérives. Donc il faut qu'elle soit ancrée dans la société tout en étant, disons, en restant dans le cadre de ses prérogatives et des missions que les pouvoirs publics lui confient.